La Grande Table Critique, c'est chaque vendredi un temps donné au débat en compagnie de critiques de la presse. Et d'ailleurs, on se dispute autour de l'actualité culturelle, aujourd'hui des livres et des spectacles. France Culture, la Grande Table Critique, Lucille Como. Aujourd'hui, sous les feux de la critique, des crabes, des pierres précieuses, de la poussière dans une petite cruche de fer et tous les dieux de l'enfer. Après le journal à 12h55, nous parlerons de théâtre, avec au programme le dernier spectacle du collectif belge Raoul Collectif et Où je vais la nuit au Bouffe du Nord. Mais pour l'heure, je suis avec Philippe Chevillet, rédacteur en chef culture aux Échos, et Johan Ferber, rédacteur en chef de Diacritique, pour parler de l'actualité de la littérature. Tout à l'heure, Ma cruauté, le dernier roman très politique de François Bégodeau. Et tout de suite, le roman de Carole Ben-Simon, jeune autrice brésilienne, qui s'appelle « On adorait les cow-boys ». A menstruação não desce, a chuva não dá sinal. Quem seu mal no mel padece, seu bem conserva no sal. Vai doer de novo o parto, vai secar de novo o açude. Vida aqui tem sala e quarto, quem não couber que se mude. O amor daqui de casa tem um sentimento forte, que nem gemido na telha, quando sopra o vento norte. Que nem cheiro de boi morto, 3 dias depois da morte. Quem só conhece conforto não merece boa sorte. Carole Ben-Simon est née à Porto Alegre en 1982. Elle fait partie des écrivaines et écrivains d'une nouvelle génération de la littérature brésilienne. On adorait les cow-boys nous arrive en France, publié par Belfond dans une traduction de Dominique Nédélec. Et c'est le récit à la première personne de Cora, jeune femme androgyne qui revient depuis Paris dans son Brésil natal pour partir en road trip avec une amie d'enfance, Julia, qu'elle avait un peu perdue de vue. Ce qui ressemble dans les premières pages à un road trip estival et joyeux se creuse au fil du roman. La relation entre les jeunes femmes se complexifie, leur passé se révèle, tandis que défilent des paysages marqués par la violence et la mélancolie du Brésil contemporain. Philippe Chevillet, est-ce que vous aimez les cow-boys vous aussi ? Oui, j'aime beaucoup. Alors vous avez presque tout dit. C'est pas du tout un western, quoique. Encore que. Non, c'est un livre assez insaisissable parce que, en fait, aussi bien le début que la fin sont assez ouverts. On entre dans le livre comme ça, un peu par effraction. On sait qu'il va y avoir une promenade en voiture, on le sait très vite, d'une jeune femme qui rentre chez elle, qui rentre de France, qui rentre à Porto Alegre, qui retrouve sa mère seule à la maison et qui va effectivement retrouver une amie pour faire un road trip. Alors, c'est vrai que ce côté road trip, on peut penser à Thelma et Louise, mais c'est un livre qui n'a pas du tout cette dimension. C'est presque un trip sans vrai enjeu. Au départ, il n'y a pas de crime pendant le road trip. Elle ne cache pas de la drogue. Il n'y a pas d'accident dramatique. Pas boulevard de la mort. Voilà. Mais au fil de cette promenade et de ces flashbacks dans le passé de ces deux jeunes femmes, on a une analyse à la fois très fine de l'existence et une sorte de fable existentielle, une description d'un Brésil un peu inédit parce que on est dans des paysages grandioses. Sans doute, mais justement, il n'y a pas tellement de pittoresque. On est plutôt c'est le Rio Grande do Sul qui nous est expliqué souvent par des biais, les poussadas, un monument bizarre au gaucho. C'est vraiment très curieux et je trouve que on se laisse complètement envoûter par ce roman et qui est alors chaque phrase. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il faut vraiment le lire doucement parce qu'il y a plein de choses dans chaque phrase. Elle dit beaucoup de choses
d'une chronique d'une vie d'une fille de la classe moyenne, mais qui a beaucoup de choses à raconter sur la société brésilienne, sur sa jeunesse et aussi sur sa bisexualité. C'est aussi un roman bisexuel ou plutôt lesbien d'ailleurs, puisque c'est une histoire d'amour lesbienne entre les deux quand même qui se trame. Et pour toutes ces raisons, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Oui, à peine 200 pages. En effet, je vous écoutais en parler, Philippe Chevillet, à la fois de ce rythme qui est assez lent et en même temps de la condensation. C'est, je pense, ce qui caractérise en effet l'écriture de Carole Ben-Simon. Johan Ferber. Oui, pour parler de ce livre, je partirais peut-être de la dernière page où précisément on a l'élucidation du titre, c'est-à-dire on adorait les cow-boys, puisque là on apprend pourquoi précisément l'héroïne aime ces films de cow-boys. Elle donne 3 raisons. Elle dit parce qu'évidemment il y a un duel, parce que aussi il y a une histoire d'amour et parce qu'aussi il est toujours question de désert. Et je dirais que ces 3 fils qu'elle tire du western, on peut aussi nous-mêmes les tirer pour rendre compte de ce livre qui est un très beau livre, très sensible, tout en nuances, tout en finesse. Philippe le disait très bien, chaque phrase déplie et déploie tout un univers de sensations. Et je dirais qu'effectivement, l'histoire d'amour, c'est celle entre Cora et Julia, qui, dans leur prime jeunesse, a été inachevée, et elles reprennent là où peut-être elle peut recommencer. Et je crois que, pour dire toute la finesse et la nuance de ce livre, il y a une phrase qui le dit très bien. Le roman est elle dit que leur histoire dans ce road movie, ce serait peut-être celle d'un fil tendu entre rien et rien. Et tout se passe effectivement dans cette espèce d'angoisse pour Cora de voir que quelque chose ne va pas se produire. C'est-à-dire qu'elle fait ce road trip pour que quelque chose se passe avec Julia. Elles se sont perdues de vue à l'occasion de leurs études. L'une est partie au Canada, l'autre est partie étudier la mode à Paris, vous l'avez rappelé. Et le but, c'est de renouer ce dialogue. Et je crois qu'il y a une très grande attention au dialogue qui est donné. C'est l'histoire d'amour dans le western. Et ensuite, il y a le duel. Elle parlait du duel, je le disais tout à l'heure. Et le duel, c'est est-ce que Julia, finalement, va céder au désir de Cora, et est-ce que Julia même a du désir pour Cora. Et c'est appréhendé, et ça c'est le 3e fil, le désert, à travers des paysages magnifiques, mais des paysages magnifiques qui sont guettés par la ruine, par l'effondrement, par, dit aussi la narratrice, son histoire en lambeaux. Et je crois que c'est vraiment très beau, cette attention à la sensibilité, à la nuance, qui fait de ce livre, je trouve, une manière de Thelma et Louise, la référence est affirmée, mais de Thelma et Louise qui serait filmée par Gus Van Sant. Ce serait, si c'est les cowboys, c'est le Gus Van Sant de Even Cowgirls Get the Blues. Voilà, c'est vraiment quelque chose, le blues de la cowgirl, et ce sentiment d'ivresse qu'il faudrait avoir dans un road movie, mais c'est une sorte de road movie au ralenti. Voilà, c'est vraiment au ralenti. Oui, il y a une grande mélancolie aussi parce que ces personnages ne sont pas si jeunes que ça, que ce road trip, elle l'avait programmé pour la fin de leur adolescence et que là, en fait, elles ont avancé, elles sont des femmes maintenant, elles sont plus dans ce moment de transition et pourtant, elles y traînent. On sent qu'elles font se prolonger de manière un peu artificielle un moment qui n'existe plus vraiment. Philippe Chevillet. Oui, il y a toutes ces images, ce retour à la jeunesse où tout est possible. On essaie effectivement de reconstruire, parce qu'en fait, cette histoire de on va prendre la voiture et on va aller n'importe où, c'était un pari d'adolescent. Et c'est vrai que souvent, ces paris d'adolescents, ils ne sont pas réalisés. Et là, il est réalisé. Et face à ça, ce qui est joli, c'est qu'il n'y a pas une frénésie. Il y a, on voit bien que même Cora, qui veut renouer avec Julia, elle ne précipite pas les choses. Et c'est ce que je trouve très beau dans ce livre, c'est qu'il advient des choses, mais ce qui advient, on n'est pas forcément préparé, ça revient naturellement. Il n'y a pas de coup de théâtre. Et il y a même ce qui est assez intéressant, c'est quand je disais qu'il n'y a pas vraiment de fin, c'est qu'il y a une très belle scène qui pourrait être une scène de rupture, qui se retrouve dans la ville Soledad, la ville où habite Julia, une ville encore plus provinciale que Porto Alegre. Et là, on pense que c'est une très belle scène d'adieu, sauf que ce n'est pas l'adieu, puisqu'il y a encore un chapitre et on se retrouve à Paris. Et on a aussi Paris dans le paysage, qu'une vision brésilienne de Paris qui est assez fraîche et assez intéressante aussi. Parce qu'elle a vécu, je crois, à Paris, en l'occurrence, l'autrice. Johan Ferber. Oui, et cette vision fraîche montre combien, en fait, dans ce roman, tout en nuance, tout en sensibilité, il y a un refus qui, pour moi, m'a vraiment beaucoup frappé, c'est le refus de la performance. C'est-à-dire de faire un roman tout en nuance, tout en sensibilité, tout en modestie, pour justement laisser la place à l'affleurement des sensations. Et justement, on referme ce roman avec un sentiment qui, moi, m'apparaît assez inédit,
d'une espèce de mélancolie lascive. Cette espèce de mélancolie lascive qui emporte le roman. Et les passages les plus beaux sont ceux précisément où elle observe, comme elle le dit, ce je ne sais quoi d'apocalyptique, où elle projette finalement tout ce qui s'effondre en elle sur ce paysage, où se succèdent des descriptions absolument extraordinaires de ce qu'elle appelle l'érosion urbaine, les couches de poussière, cette espèce de désastre, de paysage désastré qui reflète un état de conscience qui est vraiment saisi avec vraiment finesse et sans démonstration, en se tournant du côté matériel des choses. C'est peut-être même l'antithèse du roman dont on va parler tout à l'heure. Oui, non, mais il y a des rapports en effet en vous en entendant parler. Philippe Chevillier. Oui, en fait, tout est très concret. Et c'est vrai que lorsqu'on parle de paysages qui sont un peu en déshérence ou de catastrophe, il y a ce site industriel abandonné à la fin où en plus il y a... Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on rencontre des personnages qui sont tous très attachants et assez bizarres. Oui, et en très 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 peu de lignes, parfois, il y a des rencontres qui prennent un corps impressionnamment. Je pense, je vous coupe, mais je pense à Béto et Pétale, parce que je repense à eux, là, qui sont un couple un peu étrange. On peut imaginer qu'il va se passer quelque chose ou de totalement dramatique ou de très sexuel. Enfin, il y a une espèce de tension. Il se passe au final pas grand-chose, mais ils sont croqués à la perfection. Philippe Chevillier, pardon, je vous ai coupé. Oui, non, avec, effectivement, moi je pensais à ce couple un peu hippie, on pense que ça va provoquer quelque chose. Et à chaque fois, on voit, c'est des personnages qui sont attachants. Ce couple, il est plutôt, c'est un couple bienveillant. On s'attend à ce qu'il ne le soit peut-être pas. Il y a des personnages inquiétants qui arrivent dans l'histoire et qui finalement ne sont pas, qu'on pourrait considérer comme une menace. On guette toujours le côté un peu thriller, et ben pas du tout. Il y a ce garçon qui guette les extraterrestres, les gardiens des poussadas et des hôtels, les concierges qui ont l'air complètement fatigués. Par petites touches, en plus, il y a des descriptions qui sont très fines et à chaque fois très concrètes. On n'est effectivement pas dans l'évocation poétique désincarnée. Et la poésie d'un certain Brésil se fait non pas encore une fois par le pittoresque, mais par ces images un peu brouillées d'endroits qui sont décatis, et ça, c'est vraiment... c'est quand même une grande réussite du livre. On adorait Les Cow-Boys de Carole Ben-Simon. Le livre a paru chez Belfond dans une traduction de Dominique Nédélec. France Culture, la grande table critique, Lucile Como. Et on poursuit avec le nouveau roman de François Bégodeau, paru chez Vertical et intitulé Ma cruauté. Toujours très prolixe, François Bégodeau, qui a publié successivement 2 essais ces derniers mois, Notre joie, puis Comment s'occuper un dimanche d'élection. Ma cruauté est un roman à la première personne et il est adressé à une certaine Juliette qui n'aura pas la parole. Elle est apparemment la compagne du narrateur et la récipiendaire d'un long discours dans lequel s'enchassent des éléments de récit. C'est la logorée d'un universitaire de notre temps, professeur de littérature, bourgeois résigné et cynique, pris dans les déchaînements idéologiques de la vague MeToo et de la cancel culture, pour le dire vite. Un jour, confronté aux confessions d'une collègue qui lui raconte le harcèlement qu'elle subit de la part d'un supérieur à la fac, le voilà qui se lance dans le grand jeu contemporain des accusations, des procès et des nouveaux antagonismes entre vieil humanisme et nouveau progressisme. On écoute un extrait qui résume bien tout ça, lu par Boris Pinault. Nous étions de blanches colombes regardant de haut le plancher où les veaux sous-éduqués réglaient leur compte au fusil de chasse. Nous nous portions au-dessus de la mêlée qui redoublait de sauvagerie sans un regard pour nous. C'est ainsi que notre épatante lucidité quant à l'oppression subie par la classe inférieure nous l'avait aliénée. Aux yeux des prolétaires, notre excellence analytique nous embourgeoisait. Plus notre pensée était relevée, plus elle compromettait la fraternisation interclasse qu'elle visait. À la fin, nous détestions cette plèbe que nous aurions voulu sauver d'elle-même. Nous étions des profs meurtris par la statistique scolaire désastreuse des enfants de prolos que nous avions décrétés éducables. Nous boudions dans notre coin, nous nous racornissions, nous ne parlions plus qu'entre nous. Nous organisions des colloques, littérature et insurrection. Nous imprimions en 8 exemplaires des thèses sur Vallès communard que, sans imaginer une seconde les lire, des magasiniers empilaient dans les rayonnages résignés du sous-sol. Je donnais des conférences sur le dérangement, sans songer que c'est moi, d'abord, qu'il eût été urgent de déranger.
On est à la page 112 lorsque ce passage explique, j'allais dire enfin, mais on va en discuter, un peu clairement les intentions du narrateur, sa posture politique qui est très compliquée, je trouve, à saisir. C'est un roman de toute façon compliqué, obscur dans tous les sens du terme. Je suis très curieuse de votre sentiment, même si je le connais déjà un peu. Johan Ferber. Oui, alors bon, moi j'ai été assez surpris quand j'ai eu à lire Ma cruauté, de voir que François Bégodeau écrivait encore des romans. Parce que moi, j'en étais resté à ces deux précédents livres, dont Histoire de ta bêtise, que je trouve des essais assez revigorants et qui posent un certain nombre de questions. Et je pensais qu'il avait abandonné la forme romanesque et qu'il était resté un petit peu sur son coup d'éclat de 2007 avec Entre les murs et le film. Et pour moi, je l'avais un peu mis dans la case Sharon Stone, Basic Instinct. Il est resté sur ce coup-là. Et donc, c'est avec une grande curiosité que je me suis emparé de ma cruauté. Et pour moi, il m'est apparu trois éléments qui pouvaient déterminer cette écriture. Et le premier élément, c'est que moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que c'est une satire de la vie universitaire. Donc, vous en avez parlé. C'est un prof, enfin un maître de conférence en littérature du XVIIIe siècle qui est aux prises très rapidement avec cette vague MeToo. Et moi, j'ai été en fait assez dérangé très vite par ce livre, parce que j'ai trouvé qu'il manquait la veine satirique qu'il se proposait d'atteindre, parce que ce que cherche à dénoncer ici, en tout cas ce qui m'est apparu, c'est que François Bégodeau tient à signaler les excès de vague MeToo, c'est-à-dire que cette libération de la parole a engrangé une sorte d'excès de parole. Et moi, dans ce premier aspect de l'écriture, il m'a manqué ce qui fait la force en fait de la satire. Je pense même que c'est un contresens sur la satire, c'est-à-dire qu'il ne voit pas la part tragique, la part sombre et inquiète de la satire. Et je ne vois pas, en fait, dans ce livre de victimes. Moi, ce qui m'a beaucoup troublé, c'est qu'il y a une histoire similaire qui s'est déroulée il y a 1 ou 2 ans dans une des universités françaises avec une personne qui a été victime de harcèlement. Et elle a été victime de harcèlement et elle s'est suicidée. Et donc, il y a quand même une part tragique dans ce MeToo qui, pour moi, apparaît là dans l'ordre, en fait, ce qui m'a gêné du folklore. Voilà. Mais alors, vous dites François Bégodeau comme s'il était en fait la posture de laquelle partait la satire, mais en réalité, je pense que c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que la personne qui parle est très probablement l'objet lui-même de la satire et donc son discours soumis à une multitude, et c'est peut-être ça le problème, de couches critiques qui se contredisent les unes des autres en une espèce de feuilleté peut-être un peu indigeste, mais néanmoins politiquement je pense que c'est plus compliqué que ça, mais on y reviendra. Johan Ferber, vous en avez pensé quoi vous justement de cet aspect-là? Justement, c'est un peu le problème du tout et du contraire de tout. Je suis revenu de tout et finalement je reviens de rien. Moi d'abord à la base j'ai pas été totalement passionné déjà par le cadre, le sujet, parce que alors j'en reviens à mes goûts personnels pour les romans anglo-saxons. C'est vrai qu'entre David Lodge, Philip Roth, Josh Carol Oates, je trouve que le fait universitaire a été traité de tellement belle façon. En même temps, ça peut être intéressant de voir justement ce qu'on peut faire avec le milieu universitaire français. Donc une satire, pourquoi pas. Alors, en fait, la complication aussi, c'est qu'il y a un mélange, en fait, pour moi, de 3 dimensions dans ce roman. C'est d'abord un vrai faux roman d'amour, puisqu'il y a cette histoire quand même de Juliette, à laquelle on ne croit pas beaucoup, mais comme il ne croit pas en l'amour, finalement, c'est pas très grave. Il y a le côté thriller. Et moi, je pense que c'est effectivement avec tout le côté très ambigu et équivoque qu'il peut y avoir, d'une certaine façon, c'est celui qui est le mieux réussi. Et puis, j'ai oublié ce qu'était le 3e, mais c'est pas grave. Mais de toute façon, vous fonctionnez en 3 points tous les deux là aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous êtes vraiment en mode universitaire, quoi. On a décidé que c'était ça. Il y avait la fable existentielle. Alors là, on est dans cette histoire, ce premier point de départ qui est le rire mercier, qui est très long, qui est assez étonnant comme introduction. Qui raconte l'histoire d'enfance où le héros, son meilleur ami, prétend qu'il a une maladie incurable et il découvre que ce n'est pas vrai. Et en fait, ça détruit. À la fois, c'est une trahison et ça détruit son humanisme d'emblée. C'est ce qui est un peu... En détruisant son enfance, en fait. Voilà, en détruisant ce qu'on raconte après. Après, on a effectivement cette histoire qui est... Alors, c'est là l'astuce de son roman, du côté thriller qui est réussi, c'est que en voulant se venger, en fait, d'un professeur, il utilise les réseaux sociaux. Et à la fois, ça va se retourner contre lui. Et en plus, ce qu'il dénonce, au fond, le harcèlement, il est vrai, il existe.
Et après, il se retrouve donc, c'est pour ça que tout est dans tout et que à la fin, on ne sait pas très bien s'il veut critiquer MeToo, s'il veut critiquer les réseaux sociaux, si c'est les deux à la fois. Oui, mais ça, ceci dit, c'est quand même la force du bon roman, c'est de ne pas avoir une posture claire sur des faits contemporains. Si on veut faire un bon roman sur ce qui se passe autour de ces sujets, et Dieu sait que c'est difficile à mettre en récit, bon, c'est vrai que le fait qu'on se questionne sur la posture n'est pas forcément inintéressant, Philippe Chevillet. Oui, certes, mais sauf que ça n'aboutit pas à grand-chose et qu'en plus, il y a une troisième couche qui vient puisqu'on a un cadavre dans l'histoire pour donner le côté polar et qui... Alors, le cadavre, on va... Évidemment, on raconte un petit peu l'histoire, mais c'est un personnage un peu énigmatique qui se présente comme un étudiant, mais qui ne l'est pas, qui s'appelle Omar, et on pense d'emblée qu'il est maghrébin, il ne l'est pas, et qui est un peu le double diabolique ou le double, au contraire, angélique du personnage. C'est un peu mon cul sur la commode, et à la fin, on ne sait pas très bien ce qu'il veut raconter. Et je trouve, alors moi, et en plus, c'est un point et je m'arrête là-dessus, moi, j'ai beaucoup de mal avec le style, surtout de la première partie et de la dernière, qui est très ampoulé, très académique, très précieux. Et moi, je sors du livre, alors je me suis accroché, et curieusement, quand il commence à rentrer dans le thriller, on revient à un style un petit peu plus naturel, un peu moins alambiqué, et ça marche mieux. Oui, il y a un double réseau qui court, il faut le dire, dans le roman, et qui sert un peu de structure, ça on pourra en reparler, parce que c'est justement quelque chose de très scolaire, donc un peu universitaire, qui est à la fois le 18e, puisque tous les noms, tous les toponymes, enfin pas les toponymes, mais je trouve plus le mot, les noms propres sont des noms d'écrivains ou de personnages du 18e siècle, et puis il y a aussi une métaphore animale que j'avoue, je n'ai pas réussi à résoudre, c'est-à-dire que je ne comprenais plus à filer, je la comprenais plus, la métaphore, avec ce fameux crabe qui est en couverture d'ailleurs, et puis une lionne, enfin bon, il y a plein d'animaux. Donc tout ça est censé structurer en effet un discours critique dont on ne comprend pas nécessairement où il va, mais est-ce grave ? Est-ce que c'est pas ça la cruauté ? Est-ce que c'est pas nous mettre face à une espèce d'impossibilité à saisir quoi que ce soit de la nouvelle pensée ou d'une transition idéologique qu'on vit en ce moment, Johan Ferber? Oui, moi je crois qu'il y a un vrai désarroi dans ce livre, et peut-être même une vraie détresse, et j'ai l'impression que cette détresse, elle est celle de François Bégodeau devant la forme... Je pense que oui. Elle est aussi celle de François Bégodeau devant la forme romanesque. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il déteste le roman. En fait, il y a toute une interrogation, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais il y a toute une interrogation sur comment faire un roman. Les romans sont inutiles, je n'aime pas le roman. Donc on a dit que c'était un milieu universitaire qui s'interrogeait sur la littérature, et il y a un titre de colloque qui est en fait la vraie question. C'est-à-dire qu'on a l'impression que François Bégodeau, c'est toujours le meilleur ennemi de lui-même, et il interroge la littérature sans savoir quelle question lui poser. Et là, en fait, de manière indirecte, il ne sait pas qui lui pose cette bonne question, c'est pourquoi la fiction ? Et on se demande effectivement pourquoi Ma cruauté est une fiction, parce que c'est en fait un livre qui n'est construit que sur un emballement de discours, et cet emballement de discours, cette espèce de logorée où tout se choque, est contredite à un moment par ce dont Philippe parlait, c'est-à-dire par le sens de la formule. Les 50 premières pages, on est comme dans une voiture qui fait des tonneaux. Il y a tellement de punchline, on ne sait plus où donner de la tête. Et je pense qu'il y a un côté, je ne dirais pas de cruauté, ce n'est pas ma cruauté, mais c'est plutôt mon arrogance. Il y a un côté, une manière d'être arrogant dans l'écriture, mais qui n'est pas, à mon sens, un défaut, mais qui devrait être retourné dans un art de l'écriture pour témoigner, il me semble, d'une certaine détresse et d'un désarroi de François Bégodeau devant son impossibilité claire à s'emparer de la forme romanesque. Pour moi, ça, c'est comme un adieu au roman, parce que je pense qu'ici, il est dans l'impossibilité d'incarner. Et il y a une phrase très troublante, en fait, il y a un combat sans cesse entre idée et incarnation. Il dit « Ce que je gagne en humanité, je le perds en intensité ». Comme si l'idée était supérieure au personnage, et comme si finalement, le roman ne l'intéressait pas. Mais ça, c'est son personnage qui le dit, encore une fois. Donc, c'est pas forcément une sorte de théorie, un geste de théorie littéraire très monolithique. À mon avis, c'est peut-être plus compliqué que ça, Philippe Chevillet. Oui, alors en plus, d'après ce que j'ai noté, il me semble que c'est soit le 17e, soit le 18e roman, c'est-à-dire qu'il en a fait beaucoup, il a fait 11 pièces de théâtre, il aime écrire. Espérons que c'est le 18e pour la cohérence du truc, mais bon, pardon. Voilà, exactement. Non, alors,
c'est vrai que, bon, il faut être honnête. Moi, je comprends bien que dans cette partie, justement, qui est quand même centrale, où il attaque les réseaux sociaux et à travers, justement, le mouvement MeToo, il n'attaque pas le mouvement MeToo en tant que tel. C'est juste le ressort, justement, cynique du personnage qui est exprimé. Sauf que c'est toujours la même chose, je trouve, avec lui, c'est que encore une fois, c'est un peu tout et le contraire de tout, et c'est toujours prendre on a l'impression qu'à chaque fois qu'il veut lancer une idée ou qu'il veut se livrer, il attaque un feu contraire pour justement et moi, ce qui me manque, c'est une lumière, qu'elle soit même une lumière noire, mais je trouve que, par exemple, cette histoire d'amour et ces personnages n'existent pas, et les personnages de femmes sont quand même assez durs à appréhender, pour pas dire plus. Et je ne parle pas des scènes de sexe qui sont... Alors, est-ce que c'est de la caricature ou de la pornographie? Mais franchement, c'est pas très réussi, quoi. Il y a par exemple, au cœur du livre, une très très grande description de ce forum, ce fameux forum où il y a le défoulement absolu de tous les étudiants qui sont sous pseudo, qui se livrent à toutes les accusations possibles, réaccusations, désaccusations, etc., qui peut même faire penser à du Houellebecq. C'est là que c'est étonnant, c'est qu'on retrouve... On ne sait pas où est Bégodeau à cet endroit-là, Johan Ferber. Bégodeau qui est quand même une espèce d'écrivain de gauche, voire d'extrême gauche. Oui, et c'est très intéressant que vous disiez Houellebecq, parce que j'y ai effectivement aussi beaucoup pensé, parce qu'il y a en fait une manière de traiter le roman comme un éditorialiste. Et c'est ça en fait qui pose problème, c'est que l'éditorialiste impose sa vision, il choisit, il décide, et là tout est renvoyé dos à dos, on ne sait pas quoi penser à la fin du livre, et en fait on est dans un roman qui se veut politique, mais quand on le referme, on se dit finalement, par ce manque d'incarnation, par ce manque de chair, parce qu'il faut dire ce manque de sensibilité totale, on est dans un roman qui palabre et qui pour moi est un roman très bizarrement apolitique. C'est pour moi un roman totalement apolitique. Mais c'est l'échec, c'est le roman d'un échec. Est-ce que c'est pas ça la cruauté? C'est de nous mettre nous face à un échec qui serait l'échec de la pensée intellectuelle, disons traditionnelle, humaniste, issue des Lumières, devant ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être c'est en tout cas son échec à lui pour se saisir précisément de la pensée devant un roman. Et cette thématique de l'échec, elle me paraît être déjà tellement rebattue dans un roman qui est déjà tellement, on a l'impression d'avoir lu ça 100 000 fois. Ma cruauté de François Bégodeau, apparu chez Vertical. J'en profite pour annoncer que ce dimanche, les fictions diffuseront 2 adaptations de ces textes antérieurs, Authentique et Entre les murs, ce sera à 20h. Merci beaucoup Johan Farber, merci Philippe Chevillier. Philippe, vous restez avec nous, puisque après le journal, nous parlerons de théâtre.